Otep à toutes et à tous et bienvenue dans Retour aux sources ancestrales, votre émission dédiée à la redécouverte des fondements spirituels et culturels de l'Afrique originelle. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un concept essentiel de notre héritage ancestral, Dja, la fondation. Ce concept nous est brillamment exposé dans l'ouvrage Au son des pas du chat, de la talentueuse écrivaine et artiste Ngo Issi, bien entendu avec la participation du maître Nouga l'Ancien. À travers ses écrits, elle nous rappelle une vérité fondamentale. Toute existence humaine, toute construction, toute civilisation repose sur une base solide, une fondation inébranlable. Dans plusieurs traditions africaines, la manière dont on bâtit une habitation illustre parfaitement cette sagesse. C'est un peuple construit rapidement, sans fondation profonde, et leur maison s'effrite avec le temps et les intempéries. D'autres plus avisés prennent le temps de creuser, de structurer et de consolider leur base, garantissant ainsi la longévité de leur ouvrage. Une métaphore puissante qui s'étend bien au-delà de l'architecture, car il en va de même pour la vie elle-même. Dja, c'est la structure invisible qui soutient tout ce qui est visible. C'est le nombril qui atteste de notre présence sur terre, le lien entre notre origine et notre devenir. Une vie sans fondation solide est comme une maison fragile, vulnérable aux assauts du temps et des épreuves. Celui qui vit sans repère, livré au tumulte des émotions, devient une proie facile pour le mensonge et la manipulation. Nous allons donc, au cours de cette autre édition, explorer la profondeur du Dja, non seulement en tant que base matérielle, mais aussi comme principe spirituel et organisationnel. Et pour enrichir cette réflexion, une fois de plus, nous sommes en compagnie, nous sommes en collaboration, autant pour moi, avec le Centre culturel Mbok-Babok, qui très bientôt va nous accueillir pour une édition spéciale de Retour aux sources ancestrales. Installez-vous donc confortablement, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Ouvrez votre esprit et préparez-vous à un voyage au cœur des fondements même de notre existence. Permettez-moi donc de les recevoir ce matin dans cette autre édition de Retour aux sources africaines. Maître Nouga, Otep, bienvenue. Otep, Nyamsi, Otep, triple Otep à nos téléspectateurs. Merci de nous recevoir encore chez vous aujourd'hui. La sœur Ngo Issi, Otep et bienvenue. Merci Otep à tous. Bon, j'ai l'habitude de te dire, parce que les gens m'ont déjà posé des questions, mais pourquoi est-ce que là, les cheveux, elle est artiste, elle est artiste et musicienne, et très bientôt vous allez découvrir ce talent-là d'elle, justement. C'est vrai que vous ne regardez pas la télévision au quotidien pour voir les clips de la sœur Ngo Issi qui passe justement à Kemet Télévision, mais dans le cadre, n'est-ce pas, d'un festival en préparation de la musique essentiellement traditionnelle, vous verrez quel est le talent véritable, n'est-ce pas, de Ngo Issi. Je dirais que j'ai 18 ans de carrière. 18 ans de carrière. De musique. Wow. Et elle s'est toujours coiffée. Au début, c'était cheveux de feu. Cheveux de feu, voilà. C'est toujours ça. Quelqu'un justement l'a dit, elle a les cheveux de feu. Oui, parce que je vous ai dit ici en passant que ces cheveux de feu que je porte, voilà 20 ans, ça symbolise le soleil, la vie, le Dieu. Je porte le Dieu soleil sur moi. Et ce Dieu soleil que je porte appartient, donc les rayons là sont dans le Cameroun. Voilà pourquoi il y a toujours le vert au jaune. Le vert, le rouge et le jaune qui symbolisent le drapeau. Je suis au Cameroun avec le Dieu soleil qui inspire toute l'Afrique. Bien que Retour aux sources ancestrales va au-delà du Cameroun, n'est-ce pas? Non, je parle de ma coiffure depuis 20 ans. Ah, d'accord. C'est cette coiffure que tu as depuis 20 ans. Ah ouais. Ah ça, je vous ai dit qu'elle était artiste. Donc, nous entrons dans le vif de l'émission comme ça. Dans ton ouvrage, tu introduis le concept de Dja que tu définis comme la fondation. Pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, comment pourrait-on expliquer de manière simple et profonde ce que représente Dja dans la pensée africaine? Oui, merci. Le Dja, c'est la fondation, c'est le nombril. Nous sommes là dans deux volets. Le volet d'abord de la maison, c'est
le début d'une construction, ça peut être l'immeuble, ça peut être une petite maison. Mais toujours est-il que chaque maison devrait avoir le jar, c'est-à-dire la fondation, c'est-à-dire la base sur laquelle les murs vont monter et ensuite la toiture. Parce que si nous faisons une maison, nous bâtissons une maison sans fondation, elle sera vulnérable. Cela va sans dire avec les intempéries. Même un simple ruissellement des mares d'eau pourrait emporter cette maison parce qu'elle serait fragile. Deuxième volet, la vie humaine devrait, c'est ce qu'on disait la semaine passée par rapport à Icobnom, si sa vie n'a pas de base, cette vie sera vulnérable et emportée par tous les intempéries qui pourraient se présenter face à soi. Je veux dire en clair que dès qu'on est déjà adulte, il faut adopter une vie. Ne vivons pas parce qu'on voit les autres vivre de cette manière, on les suit aussi, on fait le suivisme. Évitons le suivisme, que chacun fonde sa vie sur un nombril, sur une base. Si moi, ma base, c'est ma tradition, parce qu'on dit toujours que je n'approfondis pas mes propos, mais si moi, je crois à mon mbok, c'est ma base. Même si je peux prendre d'autres congrégations, d'autres croyances, d'autres quoi, concernant ma vie spirituelle, il s'agit d'abord de ça. Il faudrait que je sente que dans le mbok, on me demande de faire telle chose. Le mbok, je ne dis pas les mbombok, le mbok me demande de faire telle chose ou telle chose pour peut-être passer à telle étape de ma vie. Je dois donc suivre les pas avec la base, avec ma conviction personnelle d'abord. Ce n'est pas parce que mon frère ou ma soeur jumelle croit à telle chose que je dois nécessairement croire à la même chose parce que nous sommes sortis du même ventre, le même jour, à la même heure. Non, nous sommes conçus différemment. Donc, pour un début, je dirais le jar. C'est ce qu'on demande à l'Africain aujourd'hui d'avoir. Faire nos maisons avec la base. Concevoir notre vie nouvelle. Parce que nous sommes déjà des personnes adultes. Sûrement, on a été trompé. Mais on peut se rattraper en mettant la base désormais dans notre vie quotidienne. Exactement. Pour un début. Exactement. Maître Nouga, nous allons y aller progressivement. Notre émission est une construction, d'où son caractère pédagogique. Voilà. L'importance de la fondation dans la construction matérielle, nous allons commencer par là. La Senghor ici évoque dans son livre deux façons de bâtir. L'une rapide, sans fondation solide, et l'autre plus lente, mais plus résistante. Pourquoi est-il crucial de creuser profondément avant d'ériger une structure, et en quoi cela reflète-t-il une sagesse ancestrale? Oui. Alors, je pense qu'elle l'a dit, il faut creuser profondément et poser une fondation. C'est pour la durabilité. En fait, c'est un symbole qu'elle utilise pour exprimer l'importance d'avoir un fondement spirituel, d'avoir un fondement familial, d'avoir un fondement social. Si on demande aujourd'hui, quel est votre fondement social? Quel est votre fondement? Je suis sûr que beaucoup n'auront pas de réponses. Hésiter à trouver des réponses. Ça ne devrait pas être le cas. Nous, Africains, nous devons définir le fondement de notre vie, le fondement de notre civilisation. Et c'est ce fondement qu'elle nous appelle à avoir à partir du symbolisme de la fondation qui est Dja en langue bassa.
Souvenez-vous que Jah, dans une autre vision, c'est Dieu. Souvenez-vous, Job, qui ont le même, qui se rapproche un peu phonétiquement de Job, qui est en réalité le nombril. Donc, en fait, elle évoque une base conceptuelle qui permet de résister. L'Afrique a été victime des colonialismes. Il y a eu un déficit de résistance. Mais avec la fondation, on a la base de la résistance. Parce que c'est un socle sur lequel on s'appuie. De la même manière, c'est un socle à partir duquel on doit trouver toutes les réponses. En fait, c'est le symbole du paradigme africain, le paradigme qui est tel que même si on change n'importe quoi, lui, il reste le même. Elle vous a dit, lorsqu'on a construit avec un Jah, c'est-à-dire une fondation, même si la maison s'écroule, les traces demeurent. Au point où, à partir de ces traces, on peut reconstruire. Nous devons avoir comme ça en Afrique la base spirituelle, la base philosophique, le fondement civilisationnel qui permet à l'Afrique de se protéger et d'émerger. D'accord. Tu as un mot à ajouter ou alors je vais à la question? Poser la question. D'accord, j'insiste. La symbolique de la maison et de la vie humaine. À travers la métaphore de la construction, tu fais justement un parallèle entre l'édification d'une maison et l'organisation de la vie humaine. J'insiste parce qu'il en a dit un peu, toi également, et tu en as dit un peu. En quoi la manière dont on construit reflète-t-elle notre manière de vivre et de penser? Voilà, je viens au début de la vie d'un être humain. En Afrique, dans ma communauté, comme dit Maître Nouga parfois, quand l'enfant naît, c'est là où se trouve le début de la fondation, parce qu'on dit chez nous Mbingli Karlendap, ça veut dire que la pierre angulaire, c'est la pierre qui portera désormais toute la maison. Chez nous, on met souvent les pièces à l'intérieur avant de poser cette pierre angulaire, avec beaucoup d'autres choses, rituels africains. Même là-bas, ils font ça. C'est la même chose, donc. On revient à la naissance de l'enfant. On revient à la naissance de l'enfant. Quand l'enfant naît, le cordon ombilical qui le reliait à sa maman, donc à d'autres planètes. Parce que quand l'enfant, je vous ai dit, on s'est dit ici, que quand l'enfant est dans le ventre, c'est d'autres planètes. Il nage dans d'autres planètes avec d'autres réalités. Quand il arrive sur Terre, sur cette terre de granit, on respire de l'oxygène et tout ça, l'enfant, en Afrique, on lui donnait, ou on lui donne la base. Comment? Ce cordon ombilical, quand l'enfant sort déjà du ventre de la maman, on coupe, on cisaille pour séparer le monde où ils vivaient, les deux, la maman et l'enfant vivaient dans ce monde. On coupe donc ce cordon ombilical, mais il reste un bout au nombril du bébé. Tout part du nombril du bébé. Il faut que les Africains essayent de mieux écouter cette histoire-là. Ce n'est pas de la blague. Et après 5 jours ou après 4, ça dépend, que le bout du cordon sèche, ça tombe. Dès que ça tombe, c'est en ce moment que l'enfant prend vie selon le rituel des parents. Parce que l'autre jour, on a dit que le placenta, on l'enterre derrière la maison avec un rejeton de bananier. Maintenant, quand le bout du cordon ombilical tombe, qu'est-ce qu'on en fait? On l'enterre. Là, il y a, chez nous, on appelle mayo. Ça veut dire que là où
les gouttelettes d'eau tombent au niveau du toit, ça tombe, ça ruisselle sur le bout du nombril qui est du tombé. nombril, du cordon, du bout du cordon ombilical Voilà. qui est tombé et qui est enterré d'une manière que je ne dirai pas ici parce que c'est des secrets. Mais néanmoins, ça se fait un peu partout. À la suite, ça c'est l'initiation de l'enfant qui commence dès cet instant. Parce qu'on dit souvent, ça veut dire que là où se trouve mon cordon ombilical, c'est là où je vis, même si je vis, même si je pars en Europe, par exemple. Je vais aller là où il y a mon cordon ombilical. On parle de ce bout de nombril qui nous connecte donc à nos divinités. Et ça dépend de ce que le papa ou l'oncle ou voire même la maman, comment est-ce qu'il a enterré le bout du nombril. C'est le dja d'un être humain. Si l'enfant en grandissant est visité par ses aïeux, par ses ancêtres, parce que le bout là les attire, Connecte, oui. leur dit, vous avez déjà désormais un être qui vit dans votre famille. Je reviens sur ce que je disais l'autre jour par rapport à la fille. Quand la fille est connectée à ses divinités, à ses ancêtres, si la femme n'est pas dotée, elle restera à jamais dans sa famille où elle est née. D'où la base, c'est le bout du nombril, là. Pas le nombril, du cordon ombilical. Maintenant, comment... Je m'arrête d'abord parce que là, j'entre un peu beaucoup plus. Je peux être... bon. Non, pas hors sujet. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire quand même. Je reviens maintenant sur le nombril proprement dit. Parce que le bout du cordon est tombé. Le nombril est encore saignant parfois. Et comment est-ce qu'on doit soigner le nombril de l'enfant? Parce qu'aujourd'hui, on a abandonné ces choses. L'huile le maniengue noir. L'huile de palmiste. Le palmiste noir. C'est ça qu'on utilisait et c'est ça qu'on devrait utiliser normalement sur le nombril de l'enfant parce que même quand on est à l'hôpital, bon, ils mettent les trucs là, alcool et tout, c'est tralalala. Mais la maman devrait faire un effort de mettre toujours une goutte de l'huile de palmiste noire, je précise. Parce qu'il y a le blanc. Parce que quand la femme veut déjà être à terme, on confectionne l'huile, le maniengue, là, on appelle le maniengue, c'est l'huile de palmiste noire, avec certaines herbes qui vont connecter l'enfant avec ce qu'on a enterré, avec son bout de nombril. Donc, on continue à mettre ces trucs. Il y a aussi d'autres plantes qu'on met et qu'on asperge sur le nombril, que quand le nombril va cicatriser, que cela fonde donc l'être qui est dans le corps du bébé. Et à base de ça, il grandit, il est en connexion avec ses ancêtres, avec lui-même, avec son nombril, et on continue à initier l'enfant en faisant des bains avec des plantes, en faisant des prises avec des plantes, pour grandir, pour essayer d'initier l'esprit là, avant l'âge adolescent de l'enfant. Ça se joue avant 5 ans, parce que quand on est connecté, le bébé est connecté, jusqu'à 5 ans, à un niveau, il atteint la maturité de son esprit. Lui-même peut évoluer. Il y a des enfants éveillés. Ça veut dire que les parents l'ont initié, l'ont connecté. On fait une base pour cet enfant. Même s'ils ne sont plus là, l'enfant grandit. Peut-être on oublie même qu'il y avait un enfant qui était né. Un jour, l'enfant émerge. Ah tiens, mais l'enfant si. On ne sait pas d'où c'est sorti. C'est la base, le nombril, la fondation. Le fondement d'un être humain dépend de son nombril, de son dja. Pour l'instant, je peux... Et cet enfant-là devient comme un bâtiment solide qui a vu... Et un enfant qui n'a pas été initié comme ça en Afrique, initié entre guillemets, devient
un enfant à la portée de tous, où tout le monde peut venir l'initier n'importe comment. C'est-à-dire l'initier, mettre n'importe quel mauvais esprit dans son corps. Parce que les parents n'ont pas pris le temps de faire asseoir cet esprit et de le protéger, que d'autres ne viennent pas mettre d'autres intentions dans le corps de l'enfant. D'accord. Maître Nouga, le rôle de l'humidité et du temps sur la solidité d'une structure. La Senghor ici mentionne que les constructions sans fondation solide souffrent de l'humidité et finissent par s'effriter. Peut-on voir ici une analogie avec la manière dont les épreuves et le temps testent la solidité des individus et des sociétés? Oui. En réalité, au final, on ne triche pas. Au final, on ne triche pas. Quand vous avez respecté l'ordre, vous produisez les résultats de l'ordre. Quand vous avez triché, évidemment, vous obtenez le résultat de la tricherie, qui est souvent la fragilité. Dans le principe vraiment négro-africain de vérité et de justice, il n'y a pas de fuite en avant. Il n'y a pas d'interprétation. Ce qui est. Ce qui n'est pas, n'est pas. Et le temps et les intempéries sont là pour éprouver le temps. On a dit une émission ici où on parlait du rôle de la souris. La souris dans la maison, écoutez, si vous avez bien entretenu, tout est propre, écoute, ça va être gardé. Mais si vous avez jeté ça en désordre avec des huiles, la souris va venir vous les ronger. Hein? Et ça va produire... C'est exactement la même symbolique que l'humidité et le temps exercent sur nos œuvres. Dès lors que nous construisons en évitant de respecter l'ordre, de la règle, dès que nous agissons à marge de la norme, le résultat est là. La nature va réagir. C'est à tous les niveaux la même chose. Donc, la souris va vous corriger à la maison, mais ici, au niveau des ouvrages publics, des travaux publics, c'est l'humidité qui vont vous corriger. Pour dire qu'en réalité, ce que j'ai relevé tout de suite dans ce paragraphe, quelque chose qu'on avait également relevé, un symbolisme qu'on avait relevé par rapport au verre blanc du palmier à huile, qui travaille lentement, patiemment, et qui construit un espace agréable sur tous les plans. Donc de la même manière, la fondation est quelque chose qu'il faut toujours avoir, qu'il faut construire patiemment, qu'il faut mettre en place, sur laquelle on va ériger une maison. Mais au-delà de la matière, la symbolique de la formation, de la fondation, est également spirituelle. Justement. Et je crois que c'est ce qu'elle essaye d'indiquer, parce que, vous savez, aujourd'hui, pour parler comme on dit, tout vient de Dieu. Comme on dit. C'est-à-dire, Dieu est le fondement de tout. Mais quel Dieu? C'est ça l'interpellation qu'il y a dans ce chapitre. Dieu, c'est quoi? Est-ce un homme assis sur les nuages avec un bâton qui fait comme ça, que le soleil soit, que les nuages soient? Non. Dieu, c'est le fondement. Et il faut le percevoir. Et il faut poser sa vie sur ce fondement. Mais il faut trouver le vrai Dieu. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans toutes sortes de dieux. Chacun s'en fabrique un par la foi. On peut même dire que ce téléphone est Dieu par la foi. Il faut avoir la réalité de la foi, de la déité, celle qui permet que il n'y a rien qui va s'écrouler autour de nous, parce que tout a été posé sur une bonne fondation.
Exactement. Pour davantage appuyer ce que tu disais tantôt tout à l'heure, je vais prendre une image. L'image d'un arbre, n'est-ce pas, qui a des racines. Des racines qui sont la fondation, qui sont le socle sur lequel, solide sur lequel cet arbre-là s'appuie. Maintenant, tu prends certains arbres justement qui n'ont pas de racines assez solides, que tu coupes facilement, même au nombre de 10, tu mets dans un camion. Le camion qui vient terminer sa chute sur cet arbre bien enraciné. Tu te rends compte qu'à la fois, le camion est détruit et même les arbres que porte ce camion-là est détruit. Donc, c'était prendre cette image-là pour essayer d'appuyer davantage ce que tu disais tantôt. Parce que tu affirmes également que les humains avisés construisent leur habitation avec précaution. Et si l'on élargit maintenant cette réflexion, comment cette sagesse pourrait-elle s'appliquer à la construction des nations aujourd'hui? Oui, justement, moi, c'est là où je voulais en venir pour dire, si nous sommes bien bâtis, la nation aussi sera bien bâtie. Et le continent aussi sera solide. C'est-à-dire, au fur et à mesure, nous sommes affaiblis, nous affaiblissons notre environnement. C'est-à-dire notre pays, notre famille, notre pays, notre continent. On sera toujours les éternels assistés. Et pourtant, nous avons tout. Quand je dis tout, je reviens sur notre spiritualité qui doit, je peux dire qu'il devrait, mais qui doit être la fondation, le nombril de tout, où tout devrait partir. C'est-à-dire, si je suis, moi je dis toujours, je suis dans le Mbok. Si les gens qui sont dans le Mbok se rassemblent, ça ne veut pas dire qu'ils font la réunion comme nous sommes là, se rassemblent, c'est-à-dire conjuguent leurs efforts, croient en leur divinité, ainsi que les autres, Parce que tout développement est d'abord spirituel. Tout développement est d'abord spirituel parce qu'on pense avant d'agir, avant de commettre ce qu'on a au préalable pensé. Alors si aujourd'hui nous on pense à là-bas, à Israël, et à là-bas, qui va construire le socle du continent qu'on crie, qu'on nous a asservi, qu'on nous a... Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore forcé? Aujourd'hui nous sommes d'accord de vivre sans base. Et c'est ça qui est très dangereux. Avant, ils étaient contraints à le faire, mais ils ont quand même préservé quelques acquis que nous aujourd'hui, nous ne voulons plus faire vivre. Nous on se dit, ah, c'était avant. C'était avant. Aujourd'hui, quoi? On a quoi? On est quoi? On est devenu quoi? C'est cette base-là que le chapitre est en train de rappeler que, regardons seulement l'exemple de nos maisons. La maison qui a la base, qui a la fondation, après des centaines d'années. Si on passe par là, on se dit, ah tiens, il y avait les gens qui vivaient par ici. Parce que la fondation reste debout même si les murs tombent, même si la toiture disparaît. Ainsi que l'humain. Tant que tu as fait des bons actes, tu as été utile à la société. Et tout. Même si tu meurs physiquement, ton nom restera. Mais je ne veux pas faire la politique, mais je dis notre papa qu'on appelle Oumiobe. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas connu. Mais son nom est toujours là, partout dans le monde entier. Je prends à côté de nous, là, les Roger Mila, tout ça. Tu arrives à te dire, ah, Cameroun, Roger Mila. Ah oui, Roger Mila, on le connaît. Ah, dans ce pays-là, il n'est plus footballeur. Mais parce qu'il a travaillé, son nom restera. Essayons aussi, c'était seulement les exemples qu'on essaie de voir là où est-ce que je veux en venir. Dans notre petite cellule familiale. Très bien. Essayons d'être positifs. Essayons d'aider. N'attendons pas que ceux qu'on aide vont nous
vont reconnaître. Non, c'est la base, c'est le nombril, c'est la fondation qu'on est en train de faire et de laisser à la progéniture. Parce que parfois on dit, le bien que tu fais aux autres, tu ne le recevras jamais. Mais c'est ta progéniture qui en profitera. Ça se dit partout et c'est vérifié. Ça veut dire que ne vivons pas comme une maison sans fondation, parce que dès qu'on part, nous sommes éphémères, on va partir. C'est les actes qui vont rester. Mais faisons tout pour que nous ne vivons pas négativement sur la terre. Vivre négativement ici, c'est être comme une maison sans fondation. Faisons du bien. C'est-à-dire, je vais un peu, c'est une espèce de nous donner des conseils. Que quand on parle de la base c'est sa vie au quotidien avec ceux de notre entourage, avec ceux qui souffrent. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui souffre or que tu avais les possibilités de l'aider. Ça, c'est la fondation. Parce que demain, si la personne s'en va à cause de peut-être parce qu'il avait faim, tu n'as pas voulu l'aider, ou alors il était... C'est des trucs élémentaires comme ça. N'allons pas chercher ailleurs. C'est les trucs élémentaires comme ça qui, là-bas, on dit, c'est notre salut, on ira au paradis si on aide. On n'ira pas au paradis si on aide. On va laisser nos traces. On va laisser le nombril tel que l'ancienne maison qui a été bâtie avec la fondation et qui montre que il y avait une maison, il y avait les gens qui habitaient ici. Et pour finir le côté là, si la personne n'a pas de fondation, qu'elle a fait sa propre fondation, tout ce qui est les intempéries qui sont là maintenant, c'est la richesse, les religions, les voyages à l'extérieur, machin, tout ça c'est les intempéries qui risquent de nous emporter, qui risquent de nous effacer, d'effacer notre existence sur la terre. Pour faire le parallèle fait, Maître Nouga, avec la famille, comme elle a commencé à le relever tout à l'heure, je vais davantage creuser. Lorsque vous avez une base, une bonne fondation dans une famille, même ne serait-ce qu'au niveau des enfants issus de cette famille-là, il serait difficile d'influencer négativement ces enfants-là une fois dans la société. Il serait difficile, quel qu'en soit le ciel et la terre que vous donnez à cette femme-là, qu'elle tombe sur votre charme parce qu'il y a une base familiale qui est si solide, qui est le socle sur lequel les habitants de cette famille-là s'appuient, n'est-ce pas, pour être forts. Je prends en fait ça également pour affirmer le symbolisme de la vision africaine que nous avons. On ne peut pas vivre sans vision. Voilà. On ne peut pas vivre sans théorie. Et c'est les théories, la vision que nous aurons développée qui est également la fondation qu'on a. Et parce qu'on a donc cette vision, on développe des théories. Et parce qu'on a les théories, on développe les techniques. Et parce qu'on a les techniques, on développe la création. Très bien. Et après avoir développé la création, ben écoute, on offre à toute notre société la possibilité de vivre, de s'en sortir, pour parler comme tout le monde, et d'avoir des résultats. Donc il est important qu'un peuple sache, surtout nous aujourd'hui, que nous avons besoin de revenir parce que nous avons une fondation qui a été laissée par nos ancêtres. Cette fondation, c'est la vision africaine. C'est elle que nous essayons d'expliquer ici. C'est elle que Gossi a en réalité développée dans ce livre, tout au moins en partie, pour que nous puissions avoir des bases sur lesquelles reconstruire notre continent. Exactement. Je pense que c'est une option pragmatique, elle est une option opérationnelle même, pour dire que ce n'est pas une course de vitesse, mais nous avons une fondation sur laquelle nous pouvons à nouveau élever les murs de la civilisation africaine. Sur le plan de l'instabilité émotionnelle et la manipulation, tu soulignes bien dans ce chapitre déjà que celui qui vit
dans le désordre de ses émotions, est une proie facile pour le mensonge et la manipulation. Alors pourquoi est-il essentiel d'avoir une base émotionnelle, spirituelle solide pour résister justement aux influences extérieures? Oui, on revient sur le même point. Si on a la base, je prends encore l'exemple d'une maison. La maison, les murs peuvent tomber. La toiture peut s'envoler. La base, c'est cette fondation-là. Nous pouvons remonter les murs. Nous pouvons remonter les murs d'une même maison et mettre une nouvelle toiture et retaper cette maison. Ça veut dire que si on n'a pas cette base-là, dès que la maison s'écoule, facilement, on est vulnérable à ce que l'autre vient te dire, là-bas, il y a la nourriture, tu cours vite, il y a la boisson, tu cours vite, il y a ceci. Toi-même, tu ne peux pas, c'est-à-dire le libre arbitre est parti, n'existe plus. Tu vis par rapport aux émotions des autres. Si on te dit, il y a la joie là-bas, tu ne te contrôles pas. Tu ne restes pas pour se dire, mais tiens, j'y vais, pour quelle raison? Tu t'en vas. Peut-être devant les conséquences là-bas, que tu vas te dire, ah, mais si je savais. C'est-à-dire, si je savais vient toujours plus tard. Et pourtant, pour ne pas regretter, il faut rentrer en soi. Se poser la question, 1001 fois, est-ce que je dois aller? Est-ce que je ne dois pas aller? Est-ce que je dois faire telle chose? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce qu'aujourd'hui je dois sortir ou alors je ne dois pas sortir? Parce que ce qui est sûr, quand on a la base dans notre corps, s'il y a un danger imminent, notre corps va réagir. Notre corps va nous aviser que là où vous sortez, ça ne serait pas bien. Si vous êtes donc avisé avec une bonne base, vous allez rester chez vous. Ça, c'est d'un. De deux, les influences externes, telles que je disais tout à l'heure, il y a une nouvelle église là, excusez-moi, j'ai dit je ne parle pas trop d'église, mais eux, ils sont là pour embêtir le peuple. Il y a une nouvelle église là-bas, tu entends aussi, on dit qu'il y a une nouvelle église. Ah bon? Il y a les gens là-bas, oh, il y a les miracles, tu fais comment? Tu ne restes pas dans ta base pour dire, mais attends, les miracles, ça donne quoi? C'est pour combien de temps? Tu t'en vas. Dès que tu entres dans ces religions-là, tu cales, parce que tu partais par curiosité, et tu restes soi-disant par conviction. Vous n'êtes pas sûr qu'en entrant là, il y avait un tapis invisible qui t'a pris. Donc il ne faut pas aller, quand on dit souvent, venez, venez, ne pars pas. Levez-vous, ne te lève pas. Quand on demande de se lever, lève-toi quand tu es sûr. Parce qu'aujourd'hui, je reviens sur le carême qui a commencé aujourd'hui. Le jeûne collectif. Bon, moi je ne sais pas à quoi ça sert. Ça renvoie, oui, oui. Ça renvoie à quoi? En ce moment précis, on dit le jeûne est collectif. C'est pourquoi ce jeûne est collectif. Est-ce que ces énergies que vous accumulez, c'est pour soi-même ou alors pour nourrir les grégores de ceux que vous soumettez à ce jeûne-là? C'est dangereux. Il faudrait, moi je peux dire, ou maître, ou vous, ou toi, tu peux dire que bon, le mois-ci, peut-être le mois de décembre, je fais mon, entre guillemets, mon carême personnel. Parce que les augures que tu attires, les divinités que tu attires, c'est pour toi. C'est pour toi, ce n'est pas universel. Qu'un Dieu va venir avec les ailes pour se poser sur vous et vous couvrir. Non! Ça, c'est de la manipulation. Ça, nous sommes bouffés. Nous sommes mangés. Vous voyez? C'est un peu dur. Mais il faudrait qu'on dise, là, quand tu as la fondation en toi, tu vas cesser d'agir par rapport aux émotions des autres. Tu sors ton émotion quand c'est nécessaire. Étant donné que quand on est même un peu solide, les émotions ne sont plus trop notre affaire. Parce que le corps qui est là, ça repousse les émotions. Parce que nous savons que quand quelqu'un est très émotif,
ça veut dire qu'il est loin de la spiritualité. Voilà. Parce que quand on est déjà spirituel, pour ceux qui sont spirituels, c'est des gens posés, c'est des gens pondérés, c'est des gens contrôlés. C'est-à-dire, avant de faire telle chose, tout est contrôlé. Ne le vois pas en train de faire quelque chose, toi-même tu peux faire. Lui, tu sais, peut-être qu'il a fait 2-3 mois avant de réaliser. Son corps lui a dit, attends tel moment, voilà le moment T. Toi, tu viens aussi, tu tombes là, tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que dans ses entourages, il y a quelque chose de pas bien. Et il vous attire. Et vous tombez comme si c'est les mouches qui viennent et être... les pattes sont prises dans la colle. La colle forte. Dans le filet de l'araignée. Comme l'araignée tend souvent sa toile. Les mouches, quand il fait comme ça, les mouches s'attirent pour dire, voilà la viande, voilà la viande. Dès que les mouches posent leurs pattes, la colle les prend. Et voilà, l'araignée se nourrit. Il faut éviter d'être émotif. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Et surtout d'être bruyant, comme ceux qui partent prendre, tous ensemble, ils vont prendre la cendre sur le front. Pour aller ensemble aussi. Et après, au sortir, comme ça se passe généralement à partir de 18h, et après on va voir les mains dans la main, on va voir des couples qui sont constitués un peu partout. Pourtant, ils sortent de l'église pour aller prendre la cendre. Ils disent que le salut est individuel. Ils ne seront pas ensemble pour être sauvés. Mais ils font ensemble. D'accord. Maître Nouga, sur le plan de la transmission et l'héritage du Dja, c'est vrai que le chapitre n'est pas très long, c'est pourquoi nous tournons toujours pratiquement autour des mêmes questions. Si une fondation bien posée garantit la solidité d'un édifice, alors qu'est-ce qui constitue, selon toi, les fondations solides, non pas seulement d'un individu, et d'un peuple en termes d'éducation, de culture et surtout de valeurs? Je pense qu'il faut d'abord prendre la langue. Parce que la langue de chaque peuple, j'ai toujours dit ça, et d'autres aussi le disent, c'est la boîte noire de la connaissance. Et c'est la boîte noire des secrets. C'est la boîte noire de toutes les solutions. Notre langue maternelle. Notre langue. Que beaucoup ne maîtrisent pas, mais chantent le latin dans les églises. C'est notre langue qui est la boîte, c'est là où il y a tous les secrets dont nous avons besoin pour construire, que ce soit nos sciences, notre civilisation, nos techniques, nos technologies, c'est là-dedans. Par exemple, on dit ici Dja. Dja, c'est en langue mbéné. Et c'est ce mot, à partir de ce mot, où on a le rappel du symbolisme de la fondation. Dans toutes ses dimensions. Dimension spirituelle, dimension... Donc, nos langues, c'est très important. Nos ritualismes, nos rituels, sont également très importants. Parce que la sacralité, il est important, lorsqu'on a une connaissance, de permettre que cette connaissance ne soit pas galvaudée. Et ce n'est pas le ritualisme qu'on sacralise la connaissance pour la préserver. Et maintenant, il y a l'ordre social. L'ordre social, c'est notre tradition habituelle. Ce sont les éléments qui nous permettent de... quelle était la question? D'asseoir la fondation comme la base à partir de laquelle on peut tomber, mais à partir de laquelle on se relève. Parce que d'ailleurs, on dit chez nous que l'univers tombe, mais l'univers se relève. C'est ça qu'on dit chez nous. C'est exactement ça. Donc, ces éléments sont importants, mais il y en a d'autres qui sont au détail. Parce qu'en fait, la culture, je n'aime pas trop utiliser le mot culture. Parce que nous sommes dans une phase où on a folklorisé nos activités culturelles. On portait des choses, on les habille, on fait des musiques
un peu pour montrer que nous aussi on a. Non. Nos cultures, les choses que nous portons, notre ritualisme, c'est notre socle existentiel. C'est le socle existentiel de nos peuples. On doit donc les considérer comme étant de véritables civilisations. Parce que nous devons renier à celui qui a prétendu venir nous civiliser qu'il n'avait pas assez de connaissances pour pouvoir civiliser nos peuples. Et que ce que nous utilisons aujourd'hui pour continuer à vivre n'est pas de la civilisation. La civilisation, c'est nos traditions. La civilisation, c'est nos langues. La civilisation, c'est nos sciences, nos technologies, nos traditions. La civilisation n'est pas ailleurs. Tu parles justement de langue qui est ce socle-là. Puisque dans nos langues, tous les éléments de la nature sont définis. Oui. Dans nos langues. Oui. Contrairement à d'autres langues, quand tu prends un mot par exemple comme homosexualité, Ouais. quand tu prends par exemple un mot comme blasphème, tu ne trouves pas ces mots en nos langues maternelles. Si nous maîtrisions nos langues maternelles, déjà quand on te vient avec le terme homosexuel, de façon automatique, tu saurais que ce sont des pratiques qui n'ont pas existé chez nous et qui n'ont pas été les nôtres. Mais je vous prends un autre exemple. Vous savez, pour dire l'être humain, Voilà. on dit l'homme, l'humain. L'humain, dans la langue que j'utilise là, renvoie à l'humus. Humus. C'est-à-dire l'argile. Mais l'être humain dans nos langues ne renvoie pas à l'argile. Ça renvoie à tum, à mout, muto, muntu, qui est l'expression de l'énergie. On parle d'atome. On parle d'atome. C'est pourquoi Ça renvoie à l'atome. Parce que atome même là, c'est ça atome. C'est-à-dire la base. Puisque nous parlons de Jah, c'est toujours atome la base. Entre atome et l'argile ou l'humain, il y a une grande différence. Exactement. Et cette différence, elle est conceptuelle. Elle ne nous permet pas de concevoir les choses convenablement. Elle ne nous permet pas de concevoir les choses de manière à les rendre opérationnelles pour notre bien-être. Mais parce que nous sommes humains, on nous renvoie ça. Vous êtes des humains. Vous êtes de la terre, vous redeviendrez la terre. C'est-à-dire, vous n'êtes rien. Absolument Et rien. parce que vous n'êtes rien, vous n'êtes pas producteur. Vous n'êtes pas créateur. Vous n'êtes pas important. Vous n'êtes pas considéré. Vous n'êtes pas considéré. D'abord, la terre, on marche dessus. On oublie même sa valeur énergisante. On garde sa valeur, j'ai envie de dire, malléable. Et vous êtes des choses à mallier. Donc, ces deux conceptions permettent de voir le monde autrement. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que la civilisation des gens dont je parle la langue aujourd'hui n'est pas la même que notre civilisation initiale qui s'exprime dans Bikimbi Singé de Ngossi. Tu vois? C'est pas la même civilisation. Et il faut bien se rendre compte, et à cette évidence, que nous avons la civilisation. Eux, ils ne l'ont pas. Parce que l'humain, moi je ne suis, oui, je suis pas l'argile. Je suis un Muntu. Je suis un Muntu. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Nous Moto. sommes des motos. On n'est pas de l'argile. Exactement, on n'est pas de la On poussière. n'est pas de la poussière. On essaye de nous mettre dans la tête que nous sommes de la poussière, dont nous ne sommes rien. Mais eux, là, ils ne se considèrent pas comme de la poussière. Exactement. Ils viennent ici vous montrer, oh, chut, vous la fermez, vous êtes de la poussière. À quoi ça sert de se battre? Ne vous battez pas. À quoi ça sert de grandir? À quoi ça sert même de se développer? D'ailleurs, il y a un président européen qui a dit la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Ah oui, Carrément, hein? Oui, mais je suis d'accord avec lui. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle démocratie, ce n'est pas ce que nous, Africains, appelons démocratie. Encore que c'est chaque peuple qui invente Son modèle de démocratie. Donc, peut-être il a raison, mais tout cela
c'était pour nous rendre inutiles, pour nous désosser, pour nous ôter toute valeur humaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi. Oui, moi j'avais quelque chose. Excusez-moi si je ris parce que moi, quelque chose m'a quand même étonné. Parce que dans nos religions, je ne peux pas m'en passer, hein. Dans nos religions, nous sommes considérés comme du bétail. Oui. Vous voyez? Mais on nous appelle des brebis. Maître. Oui, c'était pour t'ajouter ça. Nous sommes du bétail. C'est-à-dire le peuple de Dieu, entre guillemets. Je suis déjà dans ça, dans notre religion là. Je suis catholique. Alors, nous sommes des brebis si on est, c'est-à-dire modeste. Sinon, nous sommes des moutons. Parce que c'est lui qui a pris sur lui de diriger le peuple de Dieu. On l'appelle le berger. Le berger. Écoutez très bien. Le berger, lui dirige le troupeau de moutons. Tu vois, non? Bon, il y a un chant chez nous, j'étais maître de cœur. Tarbon même Bamentomba. Tarmen tomba même à Petrus. Et Balengwe même balé. Tarmen tomba même. Il s'agit. C'est-à-dire, Pierre. On a dit que c'est Pierre qui était la pierre, machin. Pierre, c'est cette pierre voilà. qui va tirer mon On église. lui dit donc il faut qu'il garde du bétail, le bétail de moutons, c'est-à-dire le troupeau de moutons. Qu'il garde très bien le troupeau de moutons Que nous sommes. qu'est le peuple de Dieu. Si lui, Pierre, il déclare vraiment qu'il est fils de Dieu, qu'il garde le bétail des Mouton. moutons. Est-ce que nous sommes du bétail? C'est-à-dire, le niveau est, on était tellement aveugle, on était tellement sourd, qu'on n'a pas compris, qu'on ne nous considérait jamais comme des êtres vivants. Puisque le berger a toujours le bâton pour taper les moutons. C'est peut-être lui seul qui est un semblant de vivant, parce qu'il n'est que berger. Il ne dépasse pas le niveau du berger qui chasse le mouton, caille. Vous voyez un peu? Et nous sommes dedans, on est fiers, on applaudit, on danse. Nous ne sommes pas du bétail. Pour montrer comment est-ce qu'on a chosifié, animalisé l'Africain. Et pourtant, nous sommes la base de la création. Parce que je ne sais pas comment faire, peut-être comment dire ce que moi j'ai ressenti. Quand j'ai grandi, je me rends compte que je suis mouton. C'est normal que je sorte rapidement là-bas pour redevenir une personne. Parce que partout, ce n'est pas un secret. Tous les chrétiens sont des moutons. De bergers, les brebis. On dit brebis, ça veut dire qu'on a été modeste, on vous a aimé. Pour vous imaginer le troupeau de brebis. Les uns courent en route, et le berger est en train de taper, les autres caillent. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes des créatures. Nous ne sommes pas du bétail. Je ne sais pas si non, c'est des choses qu'il faut... C'est vraiment compréhensible, mais parce c'est pas qu'on l'a possible. dit tantôt tout à l'heure. La preuve que nous sommes les moutons, c'est que la semaine dernière, on dit mercredi des cendres. Nous ne savons pas ce qu'il y a là-bas, mais nous partons, nous convergeons tous comme des moutons. Qu'on nous égorge, qu'on fasse n'importe quoi. On y va quand même. Nous sommes les moutons. Mais l'illustration est autant de nos jours qu'il faudrait que l'Africain se ressaisisse. Parce que quand on dit que tu es mouton, tu ne pourras pas réfléchir. Maintenant, il faut que l'Africain sache qu'il n'est pas mouton, c'est lui qui peut diriger le monde dans le bon sens. Voilà. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui nous amènent dans des actes contre nature. Exactement. Que celui qui nous a créés. En Afrique, on ne connaissait pas ces choses-là. Mais puisque nous sommes des moutons, on nous rabaisse, on nous montre des choses, de ces pratiques On nous contre l'impose nature, même. comme nous l'impose pour avoir de quoi manger. Tu dois être là, tu dois entrer dans ces choses-là. Sans base, tu vas entrer. Mais si tu as la base, tu sais que Très bien. ce que je parle là-bas, c'est pour chercher la mort. Très bien. La mort précoce. À quoi bon? Reste toi-même, ce qui est sûr, si la nature nourrit les oiseaux, à plus forte raison, toi qui as les deux mains, les deux pieds, tu peux te façonner une vie avec tes propres mains, tu cultives ta nourriture, tu manges. Que de chercher l'opulence qui ne va t'amener
Nulle Pour une part. vie Ça éphémère. ne va pas, ça va seulement t'attirer des ennuis, des maladies et la mort honteuse. Exactement. La perte des fondations et ses conséquences. Lorsque des peuples oublient leur Jah, leurs racines profondes, quelles en sont les répercussions sur leur identité et leur avenir? Pouvons-nous voir cette perte à l'œuvre dans l'Afrique contemporaine? Absolument. Absolument. Ce dont l'Afrique est victime aujourd'hui, c'est surtout de la perte de son identité. Nous ne sommes rien. Figurez-vous, même nos noms, on n'a plus de nom. Ah ça, La difficulté que vous avez aujourd'hui à nommer votre enfant sans y accoler un nom étranger. Mais lorsque je dis mon fils s'appelle Wanyunuga, mais c'est un tollé général. Sa mère dit, mais où est le prénom? Je dis c'est Wanyu. Non, c'est pas un prénom, ça, c'est pas un prénom. C'est grave. Qui a encore le courage de donner le nom? On n'a plus, on n'existe plus. Quand je dis je m'en vais au rite du Cognom, qu'est-ce qu'on me dit? Mais tu fais ces choses-là? Mais c'est la sorcellerie. Quand je dis je m'en vais à la messe, ah oui, il faut porter le bon avis. oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut être à l'heure. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais plus. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de peuple qui existe sans nom, sans religion, sans spiritualité, sans valeur, sans langue. Vous savez la peine que nous avons aujourd'hui à parler notre langue. Nous sommes là, 50 ans, 60 ans. On ne sait pas parler nos langues. On n'a pas de langue. C'est un drame. Et ça résulte de la perte de notre fondation. De notre identité. De notre identité. Nous n'avons plus d'identité. Les conséquences sont énormes. Nous sommes incapables de créer. Parce que nous sommes assis dans l'aide. J'ai dit tout à l'heure, ben, on attend le on attend le bateau pour manger. Figurez-vous que si le bateau ne vient pas de l'extérieur, on ne peut pas manger du poisson. On ne peut pas manger. Mais est-ce que c'est... Nous ne sommes plus rien. D'où l'urgence de prendre conscience que nous sommes, que nous devons être, que nous devons nous lever pour redevenir les humains, pour redevenir des muntu, des mutbinam, des muto, pour redevenir l'Afrique. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons leur langue, nous utilisons leur monnaie, nous prions leur Dieu, nos institutions sont calquées sur les leurs, jusqu'au système éducatif. Il ne nous reste rien. On n'est rien. Il faut avoir le courage de dire que nous ne sommes rien. Plus rien. Nous ne sommes plus rien. Mais est-ce vrai? Nous devons redevenir quelque chose. Nous devons redevenir nous-mêmes. Parce qu'en réalité, nous sommes. J'interviens. Oui, non, je voulais juste te dire que quand tu vas faire le rite du Cognom, on dit que non, mais c'est la sorcellerie. Mais si tu t'habilles bien le dimanche, tu dis que tu pars à la messe, on dit que oui. Alors que c'est à la messe, il faut le dire, hein, c'est la messe où se pratique la plus grande sorcellerie. Sorcellerie, exactement. Je vous donne un exemple que chacun qui nous regarde observe dans sa vie. Qui est l'individu qui a le plus créé des problèmes à sa vie? Est-ce que ce n'est pas un religieux? Est-ce que ce n'est même pas un pasteur ou un prêtre? Qui vous a manifesté le plus de haine, le plus de méchanceté? Ce n'est pas un monsieur qui va tous les jours à la mosquée, tous les jours à l'église, à la magie, etc. C'est pour vous dire que la société de désordre que nous avons, la société de haine, de jalousie que nous avons, c'est le résultat en réalité d'un déficit de base, d'un déficit de fondation, d'un déficit de Jah. D'accord. Bon, je voulais dire que actuellement, nous parlons de la mondialisation.
Cette mondialisation dont on chante tellement, et nous-mêmes, nous chantons la mondialisation en question. Le monde est devenu un village planétaire. Et aussi, c'est un marché mondial. C'est un marché intercontinental. Le continent africain, je vous pose la question, je nous pose la question. C'est-à-dire, les Européens, ils vendent ce qu'ils ont. Les Américains, ils vendent ce qu'ils ont. Nous, aujourd'hui en Afrique, nous ne sommes ni Africains, ni Européens, ni Américains, ni rien, ni Chinois, encore moins Africains. Et nous parlons, nous chantons de la mondialisation. Je vous dis, et j'ai toujours dit que la mondialisation, c'est un marché d'idées et de concepts. Maintenant que nous sommes vécus, nous sommes mangés, nous sommes lessivés, qu'est-ce que nous allons amener dans ce grand marché mondial? Très bien. Ce que nous devrons amener là-bas, nous n'avons pas de voiture, physiquement, encore moins que. Nous n'avons pas d'armes d'aller vendre. Nous n'avons rien. Nous n'avons, mais ce que nous avons, c'est notre base. C'est-à-dire notre spiritualité, nos rites, nos choses qu'on peut faire, qui peuvent, entre guillemets, épater les autres. C'est ce que nos ancêtres nous ont légué. Tu ne peux pas aller à l'extérieur pour vendre Jésus. Qu'on me pardonne. Non, Pour mais vendre les prouesses que pardonne Jésus pas, est parti multiplier le vin. Toi, un Africain, tu pars t'asseoir là où il y a un Israélien et machin, tu commences à leur dire ça, ils vont te considérer comme un fou. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas à ces histoires. Ce que nous pouvons faire pour entrer dans la mondialisation, le djar, reconstruisons notre maison, rentrons dans nos traditions. Il n'y a pas un enfer quelque part où on ira brûler parce qu'on a lavé le visage sur la tombe de son père ou de sa mère. Non, 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 non. L'enfer, c'est là-bas. Nos traditions. Tu es même déjà entré, hein, n'est-ce pas, dans la dernière question de... Nos traditions, nos mœurs, notre pharmacie, pharmacopée africaine, notre nourriture, c'est ça qu'on ira vendre à la mondialisation, au marché mondial qui va épater les autres. Et ils vont nous donner donc une place pour maintenant mieux développer ce qu'on leur a présenté. C'est tout simplement ça. Maître Douga, n'est-ce pas, lorsqu'un enfant part de la maison pour aller en aventure, lorsqu'il se perd, la première des choses, quel est le premier réflexe? C'est de rentrer à la source pour se ressourcer de nouveau. Et c'est pourquoi nous demandons aux gens de venir même à Kemet reconnexion. C'est-à-dire pour, ils reviennent donc pour se recharger, pour se ressourcer à la base. La base ne peut être nulle part que ici en Afrique, comme le disait tantôt un gars ici. Tout à fait. Et justement, je profite pour dire que le centre culturel Bon Bambok, cette fois-ci aussi, fera partie de Kemet Reconnexion. Voilà. Il faut vraiment y être parce que nous allons discourir et montrer des choses très importantes pour renaître, pour la renaissance africaine, pour le retour aux sources. Vous avez commencé à répondre à la dernière question sur le plan de la reconstruction de nos fondations. Où commencer? Donc, si on admet que de nombreuses sociétés africaines doivent aujourd'hui reconstruire leurs fondations culturelles et surtout spirituelles, quelles seraient les premières étapes concrètes pour y parvenir? Vous avez commencé déjà. Oui, moi je pense que c'est la connaissance. Vous savez, dans notre action de diffusion de la vision du monde de l'Afrique, selon, c'est d'ailleurs la même vision que Cheikh Anta Diop a révélée, on nous dit souvent, mais pourquoi vous le faites en langue française? Je leur dis, parce que beaucoup d'Africains ne comprennent plus les langues d'Afrique. Beaucoup d'Africains comprennent, en tout cas dans mon environnement aujourd'hui, plus le français que les langues africaines. Mais le français que nous parlons traduit
la vision du monde de l'Afrique. Dès que vous avez déjà cette vision du monde, vous allez entrer maintenant dans l'étude de vos langues. Vous allez entrer dans l'étude de vos ritualistes, de vos rithologies, de votre rithologie. Vous allez entrer maintenant dans l'appropriation de vos langues, de votre rithologie, de vos sciences, de vos techniques, de vos technologies pour redevenir africain. Et nous le disons, l'appropriation de la souveraineté. Exactement. Pour redevenir africain, il faut devenir nous-mêmes, il faut avoir la souveraineté. Personne ne doit décider à notre place. Exactement. Personne. Jamais personne ne doit décider à notre place. Pour terminer, ici, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ah, déjà? Là, ça passe très vite. Hein. Oui, oui. Très, très vite. Bon, je pense que, contrairement à ce que tu étais en train de dire, que le chapitre est court. Ce chapitre est même le plus vaste. Il n'est pas court. Parce que les écrits sont peut-être réduits, mais le développement Et la profondeur. et la profondeur, parce que ce chapitre, le Dja, parle à l'être humain. Lui redonne les bases pour être soi-même. Pas une Parce que poussière. il y a un mouton. Voilà. La poussière, oui. Bon, mais c'est eux qui sont poussière. Nous sommes, en tout cas, nous sommes noirs. Donc, nous sommes le bois d'ébène. Donc, c'était pour dire que, mes chers frères et sœurs, l'Afrique se meurt parce que nous, ses propres enfants, nous l'avons abandonné. Pas parce que nous n'avons pas les moyens. Nous avons des moyens, mais nous avons tourné le dos à l'Afrique. Ayons pitié de cette Afrique-là. Revenons nous-mêmes. Rentrons dans nos connexions avec nos divinités et avec nos ancêtres. C'est tout ce que moi je peux dire. Je pense que avec cela, nous n'allons plus être manipulés parce que l'Afrique fait peur. Avec ses pratiques, avec ces trucs, ces connaissances, l'Afrique effraie, l'Afrique fait peur. C'est pourquoi on nous effraie et on nous fait peur de nous-mêmes. On te dit, il faut avoir peur de toi-même. C'est nous-mêmes l'Afrique, c'est nous-mêmes la nature. Exactement. Au son des pas du chat, cet ouvrage magnifique, plein d'enseignements, plein de sagesse, plein de contes, plein d'énigmes, plein de devinettes. Madame, messieurs, chers téléspectateurs, ne ratez pas l'occasion de vous en procurer. Vous voyez ce paquet qui est emballé là. Ce sont des livres qui vont comme ça de l'autre côté en Europe. C'est-à-dire, nous avons anticipé parce que tellement les gens nous en demandaient, nous avons donc décidé de commencer à les mettre en vente. Donc ça, c'est le paquet qui va en Europe. Vous également, hein, précipitez-vous, n'est-ce pas, pour vous procurer ce magnifique, vraiment magnifique ouvrage. C'est extrêmement important. Au son des pas du chat, Bikim Bissingé, de l'auteur et l'artiste Ngo ici, avec la forte participation du maître. Traduction. C'est une participation et pas des moindres. Un maître. Maître qui est le responsable du centre culturel Bombabok, qui est un centre culturel justement dans lequel on se réapproprie l'histoire africaine, non pas seulement en écrit, même en conte, même à travers des outils comme des, comment est-ce qu'on appelle encore ça? Des vanneries. Des vanneries. Et la particularité du centre culturel Bombabok, c'est qu'on fait du tissage. Non pas avec du matériel hollandais que nous portons et que nos femmes vont mettre le 8 mars, mais avec du matériel purement traditionnel qui porte des valeurs, qui portent des énergies qui contribuent à vous ouvrir l'esprit, madame, monsieur, chers téléspectateurs. On aura l'occasion de faire, peut-être la prochaine émission, ça sera au centre. Et je peux ajouter quelque chose qui n'a jamais été dit. Ngossi est quand même la responsable culturelle. Et j'aimerais qu'il me présente quand même, ce n'est pas trop demandé. Voilà, allons-y maître. Ah non, non, mais écoutez, on n'est pas là, je pense qu'on fera une émission vraiment spéciale pour montrer les activités du centre. Évidemment, le centre est administré par des administrateurs, vous me permettez cela, et Ngossi est administrateur culturel.
Donc c'est la dimension culturelle du centre, c'est elle qui s'en occupe. Voilà, très bien. Voilà. Il y a aussi... Ça va comme ça. Il y a des dimensions mystiques également. Hein, donc, oui, il y a un administrateur rituel, cultuel. Je pense qu'on va changer ce titre parce que le mot rituel est mieux. Il y a un administrateur rituel, il y a un administrateur évidemment financier, un administrateur culturel et culturel. D'accord. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition. Sengo ici, infiniment merci. Merci. D'être venu. Merci à tout le monde de nous prêter l'oreille. Et que nos ancêtres continuent de t'illuminer de leur sagesse, afin que tu continues de nous pondre des ouvrages comme celui-ci. Merci. Merci d'être venu, maître. Merci aussi d'être là. Et surtout, merci à ceux qui réagissent à cette émission et qui font leurs commentaires sur YouTube, et surtout aussi qui peuvent faire un petit lobbying pour nous encourager. Je pense qu'il faut faire un compte PayPal, voilà, pour nous encourager avec quelques financements qui peuvent nous aider à produire cette émission. Justement, et même les ouvrages, je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas évident. C'est chaque fois qu'on passe la commande que nous allons faire des tirages. Ce n'est pas comme si nous les avons entassés quelque part. Voilà. Justement, du fait de la difficulté de la production de ces ouvrages-là. Voilà. Il nous faut un peu d'argent pour qu'on en produise. D'abord, la production permettant de baisser les prix aussi. Et qu'on en produise en quantité. Et voilà. La connaissance n'a pas de prix, hein, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Au fil de cette discussion, nous avons compris que Djar n'est pas simplement une fondation architecturale, mais une métaphore profonde de l'organisation de la vie, de la résilience des peuples et de la nécessité d'ancrer dans nos existences sur les bases solides. Dans un monde où l'éphémère et la précipitation semblent dicter le rythme de l'existence, cet ouvrage nous rappelle une vérité essentielle. Tout ce qui dure commence par une fondation bien posée. Si Kama veut retrouver sa grandeur, si l'individu veut s'affranchir du désordre et de la manipulation, alors il lui faut replonger dans son propre Djar, creuser au plus profond de ses racines afin d'y bâtir un avenir solide et indestructible. Car une maison bien fondée traverse les âges. De même, un peuple qui n'oublie pas ses fondations demeure debout face aux tempêtes de l'histoire. Sur ces mots, nous refermons cette page de réflexion, mais nous laissons toujours la porte ouverte à chacun pour interroger son propre Djar. Sur quoi bâtissons-nous nos vies? Quels sont les fondements de notre devenir? À chacun d'y répondre et d'agir. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle exploration du savoir ancestral, toujours dans l'émission Retour aux sources ancestrales. 3 fois, portez pas vous, portez bien que nos ancêtres vous guident.